Ma fille prépare le bac et elle voudrait travailler dans l'art, la culture, Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? comédienne. Si elle veut entrer au Conservatoire national, il y a 15 jeunes femmes qui sont admises sur 910 candidats, 1,64%. Ensuite, il faut savoir que chez les intermittents du spectacle en rupture de droit, la grande majorité sont des femmes, 80% environ. C'est dommage que votre fille ne soit pas un fils. Ah, Au Conservatoire, ils prennent aussi 15 garçons sur seulement 310 candidats. Et oui, 3 fois plus de chances d'y rentrer. et la mise en scène. Alors, d'après ma documentation, 78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes et 91% des centres dramatiques nationaux, où sont nommés des metteurs en scène, sont dirigés par des hommes. Et dans la musique, parce que ma fille compose aussi. Alors là, pour la musique, je n'ai même pas besoin de regarder mes notes. 94% des orchestres sont dirigés par des hommes et 97% de la musique que nous entendons dans les institutions publiques a été composée par des hommes. Quand on frôle les 100%, c'est très facile de retenir. Eh bien, tant pis pour les carrières artistiques. Et dans l'administration culturelle, c'est plus académique, hein, et ma fille est première de sa classe. Alors, cadre culturel, 81,5% des postes de direction dans l'administration culturelle sont occupés par des hommes. Les hommes dirigent 84% des théâtres cofinancés par l'État, 89% des institutions musicales, 96% des opéras. En revanche, elle a plus de chances de faire carrière comme seconde. Comme seconde? Oui, dans les réseaux décentralisés, 50% des postes de second sont occupés par des femmes. Belle perspective. Et l'armée? L'armée Oui, une carrière dans l'armée. Non, parce qu'en France, il y a plus de femmes à des postes de direction dans l'armée que dans la culture. 70% des compagnies sont dirigées par des hommes. L'égalité des femmes et des hommes dans l'art et la culture est un enjeu politique et démocratique. Nous revendiquons un monde où les petites filles, autant que les petits garçons, puissent naturellement, autrement dit culturellement, se rêver chefs d'orchestre, écrivaines, metteuses en scène, peintres, plasticiennes, cinéastes. Le mouvement HF milite pour l'égalité des femmes et des hommes dans l'art et la culture. Il rassemble actuellement 11 collectifs et associations partout en France, réunis en fédérations interrégionales. Rejoignez-nous. Merci. T'as besoin d'un... Bah, viens là parce qu'on est trop... Ouais, voilà, avec Eline. Très bien. Bah non, c'est bien que vous soyez au milieu. Ah oui. Au milieu, c'est bien. Ah bah oui. Ah bah je vais me mettre à côté d'Anne-Marie, non, parce que toi tu travailles plutôt avec elle. Avec Evelyne. Non. Tu veux te mettre à côté? Tu veux te mettre à côté d'elle? Elle a pas voulu. D'accord. Bon, je vais vous présenter nos deux artistes, donc. D'abord, Marie-Hélène Leny, à ma gauche. Très jeune, tu t'es intéressée à la photographie. Au cours de tes études à l'école des Beaux-Arts de Rouen, la photographie est devenue ton matériau de prédilection. L'être humain et ses comportements restent au cœur de tes interrogations et de ta curiosité. La découverte du monde et de l'autre ont toujours alimenté ta création.
Les notions de mémoire et de transmission sont les fils rouges de ton travail. Ces dernières années, tu as interrogé l'image et le sort des femmes dans le monde contemporain. Tu as fait une série de portraits en 2010-2011. Du côté des femmes, on ne naît pas femme, on le devient. Ce travail se prolonge dans une nouvelle série de portraits, Infinité plurielle. 140 femmes de science parlent de science. Ce sont des photos, des portraits qui sont exposés en parallèle avec des propos de ces scientifiques. En miroir, elles parlent de leurs recherches. Aujourd'hui, vous pouvez voir 29 de ces portraits accrochés aux grilles de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle rue Pierre-Brossolette. Je vous invite vraiment à y aller, c'est très, très surprenant d'avoir la photo et la parole. C'est vraiment double reflet, c'est passionnant. Et bientôt, 14 autres portraits seront accrochés aux grilles du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rue Descartes. Ces travaux t'ont conduit directement à la commission Genre, Femmes, Égalité de la LDH, ainsi que dans l'association Femmes Solidaires. En plus, ou en parallèle de tes créations, tu animes des ateliers de pratiques artistiques avec différents publics. Tu as, entre autres, monté un travail qui s'appelle X égale Y, un travail d'atelier sur l'égalité filles-garçons mené en parallèle et avec tes travaux et tes expositions. Voilà, je crois que ça te va. Oui, c'est parfait. Eva Darlan, tu es comédienne, tu as été élève au fameux cours Simon. Puis tu es allée à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, rue Blanche. Écrivaine et metteuse en scène, comme quoi il faut toujours travailler, tu as réalisé 2 courts-métrages et tu as également participé à de nombreuses émissions radiophoniques. Je ne citerai pour exemple que le fameux Tribunal des flagrants délires. Tu es également productrice de spectacles via ta compagnie Évadé. Évadé s'écrit et accent aigu E-S. Le succès du spectacle Les Jeannes t'ouvre les portes du cinéma et tu as travaillé sous la direction de Godard, Sauté, Lelouch, Boisset, Planchon, Isabelle Mergo, une femme, et Jean-Michel Ribes dans les mythiques Merci Bernard et Le Palace. Autrice de romans et de scénarii ainsi que de pièces de théâtre, tu es l'écrivaine de tes 2 derniers spectacles, Divin Divan et Cru et nu, le manifeste de mon corps. Ce texte que vous pouvez lire et acheter, qui est édité chez Gazevich, par Gazevich. Non, ils ne sont pas 2, hein. Il n'y en a qu'un. Par Gazevich. Donc ce texte est mis en scène et joué. Et avec ce texte, tu nous emmènes, tes lectrices, tes lecteurs, ton public, à la découverte du corps des femmes, à la découverte de ton corps. Et quand même, il faut noter que ce spectacle tourne en France et qu'il va être représenté à l'occasion du 25 décembre par le ministère du 21 novembre. Hein. Oui, 25 décembre. 25 novembre. À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Voilà, pardon. Féministe engagée, tu participes à diverses associations et avec diverses associations au mouvement des femmes, comme nous avons vu avec HF. Voilà. C'est pas mal. Ça va ? Ça va à peu près. J'espère que j'aurai une meilleure évaluation. C'est très bien, parfait, merci. Et moi, je vais me soumettre à la hiérarchie alphabétique. Et donc, j'ai commencé par présenter Marie Buscato. Marie, vous êtes professeure en sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse de l'équipe IDHE, c'est-à-dire Institution et Dynamique Historique de l'Économie, de l'UMR à CNRS 8533. Après vous être formée en droit à l'université de Toulouse et en art à l'université de Pittsburgh aux États-Unis, vous avez soutenu votre doctorat en sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et votre HDR, habilitation dirigée des recherches, à l'université Paris 5 René Descartes. Fondée sur vos premières études concernant la place des femmes dans le monde du jazz, vos recherches sur les rapports sociaux de sexe, comme on disait donc à partir des années 80, terme qui est remplacé par genre aujourd'hui. Alors, vos recherches concernent aujourd'hui plus largement
les mondes de l'art et les professions prestigieuses encore très masculines. Vos travaux montrent en particulier les difficultés d'accès, de maintien et de promotion des femmes dans ces mondes et comment la création artistique est affectée par des processus genrés. C'est votre terme. Sociologue spécialiste du travail, du genre et de l'art, vous vous intéressez particulièrement aux pratiques, trajectoires et professionnalités artistiques des femmes et des hommes, tout en menant une réflexion épistémologique sur les ethnographies du travail organisé. Votre bibliographie est impressionnante. Vous avez publié plus de 70 articles, publié ou dirigé une quinzaine d'ouvrages. Vous avez aussi assuré la transmission savante et citoyenne de vos recherches. Et vous savez combien l'IEC est attaché à cette diffusion des savoirs, par plus de 80 communications à des colloques, dont 11 internationaux, sans négliger la diffusion par les médias auprès du grand public. Pour en terminer, je ne citerai pas toutes ces publications, j'en ai sélectionné 3 en accord avec vous. Et donc récemment, la publication récente de votre livre en 2012, Le genre à l'œuvre. Alors, réception, création et représentation, c'est comme un triple livre, c'est 3 livres. Donc, qui est publié à l'Harmattan sous la direction, et ça c'est original, de Mélodie Genré, qui est en fait un jeu de mots, ça s'écrit Jean, J-A-N, trait d'union R, accent aigu comme un note de musique. Et donc, c'est un collectif sous lequel, auquel vous appartenez, à Marie Buscato, mais également avec Marie Léontini, Margaret Marouani, Bruno Péquignot et Hyacinthe Ravé. En 2007, vous avez publié Femmes du jazz, musicalité, féminité, marginalisation au CNRS Éditions. Et en 2011, avec Marie Léontini, toujours la même. Elle est là? Non, elle est en Grèce. Bon, tant mieux pour elle. Les pratiques artistiques au prisme des stéréotypes de genre. C'est donc dans une revue qui s'appelle, c'est ça, un numéro spécial de revue Sociologie de l'art, opus 17. Donc, nous allons vous entendre un petit peu plus tard. Merci. Une bonne évaluation de la présentation. Parfait. Merci. Je l'avais déjà dit. Alors, je passe à la deuxième femme qui se présente comme chercheuse ici, mais dont on sait qu'elle est aussi une artiste. Non, on ne voit pas. Alors, Hélène Marquier. Pour une fois, je vais là, vous voyez. Vous êtes maîtresse de conférence au Centre d'études de genre de l'Université Paris 8, où vous enseignez les questions de genre dans les différents arts. Félicitations, il y en a beaucoup là. Vous êtes ainsi responsable du master genre. À l'Institut Émilie du Châtelet, vous êtes membre du comité scientifique et du comité d'orientation. Hélène, votre parcours est original. Vous menez d'abord une agrégation en biologie et géologie à l'université Paris 6. Et dans cet élan, vous y faites, et j'y suis particulièrement sensible car nous avons eu les mêmes maîtres, pas tout à fait les mêmes années, un DEA de paléontologie des vertébrés. Mais vous préférez, semble-t-il, le vivant à nos ancêtres. Aussi, c'est un doctorat en esthétique que vous soutenez à l'université Paris 8. Vous poursuivrez ensuite en ce sens, en alliant même théorie et pratique, car vous êtes aussi devenue chorégraphe et danseuse contemporaine. Spécialiste des questions de genre en danse et dans les arts du spectacle, vos recherches concernent les études de genre dans le domaine des arts du spectacle. Alors tout d'abord, vos recherches portent pour partie sur l'histoire et l'esthétique de la danse du 19e au 21e siècle, ainsi que sur les représentations contemporaines du genre et des sexualités dans le spectacle vivant. Deuxièmement, vous avez aussi mené des études sur corps, genre et identité dans leur construction et représentation. Et je souligne l'aspect très novateur de ces recherches, car vous utilisez précisément les savoirs de la danse pour comprendre les phénomènes très importants d'incorporation du genre, phénomène peu étudié jusqu'ici, car l'étude de l'incorporation du genre implique des connaissances variées des sciences humaines et des sciences de la vie. Vous enseignez, évidemment, vous êtes enseignant-chercheuse.
pour vous participer à des colloques. Et je me souviens de votre belle intervention au colloque Mon corps a-t-il un sexe? Mais vous écrivez aussi, comme tous les enseignants-chercheurs et chercheurs. Donc, parmi vos nombreux articles, je cite « Le genre, un outil épistémologique pour l'historiographie de la danse », publié en 2011. Voilà. Et un autre, Jeu de genre dans la danse contemporaine, donc publié au Journal des anthropologues. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions à la salle plus tard, vous pourrez interroger donc nos 4 intervenantes. Donc, on va commencer le débat, les questions. Les questions, donc on va être, c'était pas très drôle, 5 minutes chronométrées et on interrompra nos intervenantes avec le plus de politesse, mais au bout de 5 minutes. Eva, on commence. Eva Darlan. Allons-y. Quelles sont les difficultés que tu auras pu identifier en tant que comédienne? Autrement dit, est-ce que c'est différent de commencer une carrière en tant que comédienne plutôt que d'être un garçon et de commencer en tant que comédien? Si ta question c'est de demander s'il est plus difficile de mener une carrière quand on est une femme, s'il est plus difficile d'être ouvrière que ouvrier, la réponse est oui. Les femmes dans la culture sont aussi maltraitées qu'ailleurs. On gagne moins que les hommes, toujours les petits 30%. On n'a pas du tout accès au même rôle. Et quand j'ai voulu commencer dans ce métier comme adolescente, j'ai commencé à me ruer dans les livres et les pièces de théâtre. Et là, j'ai été un tout petit peu étonnée de me voir confinée au rôle d'abrutie de jeune première qui était consentante aux ordres des pères ou des amants. Et donc, je me suis rabattue pendant des années sur Antigone. Phèdre, j'étais trop jeune. Antigone, j'avais pas l'âge. Enfin bon. Donc, j'ai commencé à 14 ans. J'ai joué le Cid. Voilà. Comme ça, au moins, je l'ai fait. Je me suis servie. Mais on n'a pas, évidemment, d'ascension professionnelle équivalente. Tout est tenu par les hommes. Les productions sont des hommes. Les auteurs sont des hommes. Les acteurs, il y a une cooptation qui se fait tout à fait naturellement. Et c'est sans malice, j'allais dire, de leur part. C'est simplement un état de fait. C'est un monde d'hommes, donc on travaille entre hommes. Et puis, les femmes sont ce qu'elles représentent dans la société. Et autant dans la société, on a parlé depuis quand même déjà pas mal de temps de parité avec tous les remous et toutes les vagues que ça a fait, autant dans mon métier, il n'en a jamais été question. Et maintenant, c'est un tollé général. Les hommes se sentent atteints jusque dans leur, dans leur essence même, quand on dit qu'on va mettre des femmes à la direction de théâtres nationaux. C'est quelque chose, donc c'est une révolte, quoi. C'est une révolte quasi physique de leur part. Ils font des pétitions, ils menacent le ministère de les attaquer au prud'homme, de porter plainte et tout ça. Ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas qu'on peut juste marcher ensemble et se partager et créer ensemble. Donc, la grande difficulté que j'ai eu au début, c'est de trouver des rôles. Je suis rentrée à 1m72 au conservatoire. Oui, c'était au centre de la rue Blanche, qui est la même chose, ce qui était des écoles d'État. Et je devais donc jouer des tragédiennes ou des soubrettes ou des jeunes premières, mais j'avais pas la taille. Enfin, c'était très, 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 très compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que par rapport justement à cette disparité de rôles, de tâches et d'avenir et de possibilités de s'exprimer, c'est vrai que le CSA est en train de faire une étude actuellement sur le nombre de femmes représentées dans les fictions, le nombre d'hommes, qu'est-ce que font les femmes et tout ça, ce qui nous renvoie au test de Bechdel que vous connaissez sûrement, qui est 3 questions posées au sujet d'un film. C'est: y a-t-il au moins 2 personnages féminins qui portent des noms?
Simplement ça. Est-ce que ces femmes, s'il y en a plusieurs, est-ce que ces deux femmes parlent entre elles? Et est-ce que, si par hasard elles parlent entre elles, ces femmes qui par hasard ont des noms, est-ce que leur conversation porte sur un autre sujet qu'un personnage masculin? Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les classiques. Sur 600 personnages de Shakespeare, il y a 120 femmes de rôle mineur. Voilà. Et il y a quelques rares personnages principaux. Donc, face à ça, d'autant que les filles, c'est d'autant plus grave que les filles sont majoritaires à se présenter, à vouloir faire ce métier. Donc elles se présentent, il y a 900 femmes qui se présentent au conservatoire pour 300 garçons. Et ils font la parité, donc ils en prennent 15 de chaque côté. Donc c'est absolument disproportionné, quoi. Alors, bon, bien sûr, moi, dans mon expérience, je me suis rabattue sur les rôles de Jacqueline Maillan, de Suzanne Flon, pour pouvoir travailler. Mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, puisque Maria Cazares, il est temps que je m'arrête, Maria Cazares a dû jouer le roi Lear, que Sarah Bernard a dû jouer l'Aiglon, et qu'on en est toujours là. Donc, c'est tout. Voilà. Simplement, les femmes ont toujours le même âge dans la fiction, elles sont jeunes, et les hommes continuent à vieillir tranquillement. Mais ils ont toujours la même jeune femme à côté d'eux. Voilà. Aïe. Marie-Hélène, être femme et photographe, as-tu rencontré des difficultés propres à ton sexe? Peux-tu aussi nous parler du vocabulaire utilisé par les photographes? Alors, des difficultés propres à mon sexe, certainement, même si ce n'est pas toujours facile de les évaluer, parce qu'effectivement, quand on est dans le domaine des arts visuels, comme on dit aujourd'hui, on nous rétorque souvent c'est une question de talent, hein, comme l'a très bien dit Hélène au départ. Donc il y a cette espèce de mur en face qui fait que de toute façon, c'est toujours très difficile d'évaluer exactement à quoi tiennent les difficultés. Alors la carrière, si je puis dire, de plasticien, eh bien, elle est difficile à évaluer, elle est difficile à construire. Je crois qu'on peut surtout en parler quand elle est derrière nous. Contrairement justement à une carrière d'universitaire ou d'autres professions où on peut se projeter dans un certain cadre institutionnel avec un certain nombre d'objectifs, avec un certain nombre de buts à atteindre ou d'épreuves à passer. Dans les matières artistiques, eh bien justement, il y a une espèce quand même d'immense flou, et peut-être encore plus dans les carrières de plasticiens, contrairement aux arts vivants. Parce qu'en tant que plasticien, on est quand même c'est d'abord un travail en solitaire. Autant sur les arts vivants, en général, c'est un travail collectif, c'est un travail qui va relever d'une troupe, d'une compagnie, d'un lieu. Autant quand on rentre dans une école d'art, effectivement, on est dans un moment de début de carrière, si je puis dire, où on va... je croyais qu'ils allaient nous signaler l'évacuation. Donc, quand on rentre dans une école, on est encore un petit peu dans un cocon, pour le coup, un petit cocon artistique, où moi, je suis rentrée en 1980, ça commence à faire longtemps, et à l'époque, on était effectivement, on était à peu près, je pense, j'ai pas réussi à retrouver la liste de mes co-religionnaires de l'époque, je pense qu'on était à peu près 30% de filles. En tout cas, on avait l'impression que la mixité, elle était là, on avait l'impression qu'on pouvait... entrer dans une carrière d'artiste, qu'on avait les mêmes objectifs et le même avenir que les garçons qui étaient avec nous. Ça, c'était l'impression qu'on avait à l'époque, très décidée, effectivement, en plus à combattre les stéréotypes s'ils existaient. Et c'est vrai que j'en ai rencontré, parce que dans cette école où il y avait des filles chez les étudiantes, il n'y en avait déjà pas chez les profs, effectivement. Et là, il y avait une quinzaine d'enseignants, des messieurs barbichus pour la plupart, qui étaient finalement formés sur le moule des beaux-arts un petit peu antiques, enfin d'avant 68. Donc un moule d'hommes fait pour des hommes, dans lesquels nous, les filles, on essayait de se faufiler, si je puis dire. Effectivement, choisir la photographie, déjà, c'était un peu un double challenge, parce qu'en 80, d'abord, elle n'était pas du tout reconnue à part entière dans le monde des beaux-arts. Hein. C'était quand même une technique à part, qui était d'abord vue comme une technique assez documentaire, et elle n'était pas rentrée dans le monde de l'art
comme elle l'est aujourd'hui. Elle n'avait pas acquis toute sa légitimité. Et ça restait dans cette dimension technique un métier d'homme. Hein. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, je pense que, alors là, je n'ai pas un chiffre exact en tête, mais je pense que c'est au moins 80-90%, surtout dans toute la partie documentaire qui est occupée par les hommes, parce que c'est aussi d'abord vu comme une technique prédatrice. Hein. Vous prenez le vocabulaire de la photographie, c'est un vocabulaire quasi militaire. Hein. On prend une photo, on déclenche, on a un objectif, un obturateur. Enfin, le vocabulaire est assez prédateur. Et effectivement, c'est une position, souvent, la photographie peut être pratiquée d'une position dominante. C'est-à-dire que c'est aussi ça peut être un rapport de pouvoir avec son objet, et c'est toujours quelque chose auquel moi je me suis justement complètement opposée. C'est-à-dire que quand il y a un sujet en face de moi, et d'ailleurs ce qui m'a amené après à faire un DEA sur la notion de modèle en photographie après les Beaux-Arts, quand j'ai un sujet vivant en face de moi, on va construire l'image ensemble et je ne vais pas l'utiliser comme un objet. Mais ce n'est pas une position très répandue dans la pratique de la photographie. Et une anecdote sur cette question aussi. Donc, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai commencé à travailler sur la notion d'intime et le passage entre la vie quotidienne entre l'intimité et la vie sociale. Et donc, je travaillais sur des séquences de déshabillement, donc qu'on peut faire le matin quand on se lève, le soir, enfin bon, sur cette dimension-là. Et j'ai commencé à travailler donc avec une jeune femme de mon entourage. Et quand j'ai présenté ce travail à mes professeurs, une fois par trimestre, on avait nos 15 barbichus qui rentraient dans notre atelier et qui venaient commenter notre travail. Eh bien, j'ai donc dû affronter ces 15 messieurs et leur montrer ce travail de nu. Et ce travail de nu, ils ont commencé à l'observer en ne parlant pas ni de ma démarche, c'était un travail de séquence en plus, je m'intéresse à la dimension narrative aussi de la photographie, mais ils m'ont parlé des fesses de cette jeune fille, de ses seins, voilà, je me suis retrouvée avec des mâles alpha, si je puis dire, qui commentaient, et pas du tout des grands esprits du monde de l'art, dont nous parlait Hélène tout à l'heure. Je pense que dans l'art, on a les mêmes mâles qu'ailleurs, et c'est-à-dire avec la même mentalité dominante. Et donc j'ai dû, je dirais que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. C'était avant les guérilla girls, mais j'ai dit puisque quand je montre une femme nue, on me parle de ses fesses, eh bien je vais donc maintenant photographier des hommes nus. Et c'est ce que j'ai fait sur la fin de mon parcours. Et j'ai présenté un diplôme sur le corps, l'espace et le temps, le mouvement à partir du corps masculin, ce qui a obligé mes enseignants à me parler d'autre chose. Merci. Merci. Je vais passer la parole, poser une question à Hélène Marquier, formulée ainsi. Vous avez, dans le même thème, vous avez mené des recherches concernant la danse. Selon vos résultats, quelles sont les difficultés que rencontrent les danseuses au cours de leur carrière ? Alors, je dirais que la danse est un espace particulier du fait qu'il est perçu comme étant un espace féminin, la danse étant une pratique qui serait d'essence féminine, qui féminiserait donc les hommes qui la pratiqueraient, ce qui entraîne tout d'abord une dévalorisation même de la danse. Et c'est à noter que le salaire moyen horaire est le même pour les danseuses et les danseurs, contrairement par exemple au théâtre, mais ce qui s'explique par le fait que les salaires sont tellement en dessous de ceux des autres arts qu'il y a une égalité. Et puis deuxièmement, ça biaise énormément la perception des réalités. C'est-à-dire qu'on perçoit la danse comme un espace égalitaire où même les femmes domineraient. Or, en fait, les hommes rencontrent des obstacles pour entrer dans la carrière, c'est-à-dire qu'ils doivent vaincre un certain nombre de résistances, souvent de l'environnement, mais une fois engagés dans la carrière, tout est beaucoup plus facile pour eux. Alors effectivement, il y a le fait qu'il y a beaucoup plus de concurrence entre les filles, mais je dirais que contrairement au théâtre, on n'a pas de rôle qui soit attribué, on n'a pas de personnage, donc la danse en elle-même, c'est des corps qui bougent, pour simplifier. Par contre, pour les filles, c'est beaucoup plus difficile. La symétrie va se faire notamment au niveau des auditions. Il y a des auditions tout au long de la carrière pour entrer dans les grandes écoles, pour faire des spectacles. Et là, je cite les travaux de Pierre-Emmanuel Sorignet, qui est sociologue, qui recoupe tout à fait ce que moi j'ai pu observer. En danse contemporaine, supposée être la forme la plus ouverte, dans les auditions, on va exiger beaucoup plus des danseuses la compétence technique, on va exiger qu'elles aient de plus grandes aptitudes à apprendre et à reproduire des enchaînements, qu'elles aient une bonne mémorisation, alors que par exemple pour les danseurs, on va valoriser l'originalité, le potentiel. Alors le potentiel, c'est quelque chose d'assez vague, mais c'est ce qui serait une espèce de talent sous des imperfections techniques.
Autrement dit, vous pouvez très bien devenir danseur professionnel et être engagé si vous tenez pas très bien vos équilibres et vous savez pas trop quoi faire de vos bras. Si vous êtes une danseuse, c'est pas la peine. Et de ce fait, ça entraîne une singularité chez les danseurs et une uniformité chez les danseuses. De façon générale, les parcours des danseuses sont plus linéaires. Elles ont commencé la danse beaucoup plus jeunes. Une femme qui débute la danse à 20 ans n'a absolument aucune chance d'intégrer les grandes compagnies, malgré notre grande mère à toutes, qui est Martha Graham, qui a commencé à 20 ans, qui a fait une très belle carrière. Maintenant, c'est fini. Vous ne passez même pas les auditions. Alors que pour un homme, c'est tout à fait possible, hein, même si vous n'avez jamais rien fait en danse avant. Et finalement, la danse contemporaine reproduit les mêmes discriminations qu'elle reproche à la danse académique. L'apparence reste aussi un critère prédominant pour les danseuses. Même si ça a un peu évolué en danse contemporaine, on peut être un petit peu plus vieille, un petit peu plus dodue, mais sans aller dans les extrêmes. Alors que des corps hors normes, même des handicaps, sont tout à fait, je dirais même, valorisés chez des danseurs. On n'a pratiquement pas de danseuses qui sont venues à la danse en venant d'autres carrières, par exemple des scientifiques, des architectes, des gens du commerce, etc. Alors que c'est le cas pour des danseurs et des chorégraphes reconnus. De même, on n'imagine pas une chorégraphe reconnue qui, à l'instar de Yann Fabre, n'aurait jamais été danseuse de sa vie. Et on peut dire aussi que ce qui est considéré comme originalité, valorisant pour un homme, va être porté au discrédit d'une femme. Voilà. Merci Hélène. Vous avez plus de temps. Alors Marie, tu auras un peu plus de temps si tu veux. Merci Hélène. Formidable. Donc, sans lunettes, ça ne va pas le faire. Donc, Marie Buscato, vous avez mené des recherches concernant le jazz. Selon vos résultats, quelles sont les difficultés que rencontrent les chanteuses et ou musiciennes de jazz au cours de leur carrière ? Donc effectivement, mon enquête sur le jazz m'est un peu tombée dessus, dans le sens où j'étais sociologue du travail, j'allais dans les centres d'appel, Renault, l'automobile, enfin ce genre de choses assez classiques. Et puis j'avais une petite pratique amatrice du chant de jazz, et je me suis retrouvée dans un monde d'hommes au sens quantitatif du terme, mais également en termes de fonctionnement. Donc il y avait des choses qui se passaient entre les chanteuses et les instrumentistes qui étaient très très différents de ce que j'avais pu vivre dans tous les autres univers que j'avais traversés, et qui m'ont amené à remplir un carnet ethnographique et puis à lancer une recherche. Et ce qui est sorti un petit peu sur mon travail sur les chanteuses, puis ensuite les instrumentistes, et qui a donné lieu à un livre, et que maintenant je retrouve dans les travaux de mes collègues sur la danse, comme ce que vient de raconter Hélène, mais sur le théâtre, beaucoup de choses je travaille un peu sur ces liens entre les différents arts et la place des femmes dans ces différents arts. C'est qu'il y a un peu quatre grosses difficultés, 4 mécanismes sociaux qui leur rendent la vie un peu compliquée. Je vais essayer de les rendre vivants quand même, et pas seulement conceptuels. Alors la première chose, dans les univers très masculins, comme par exemple le jazz, le rock, et des arts qui sont encore très masculinisés, les modes de fonctionnement propres sont très masculins. Donc, par exemple, sur une scène de jazz, il y a une très forte valorisation de l'affirmation de soi, de la compétition, de couper la parole à l'autre du point de vue éventuellement d'une femme, ce qui m'est par exemple arrivé à pas mal de femmes que j'ai interviewées, et qui du point de vue d'un garçon va être plutôt il a pris sa place, il a su affirmer son discours. Donc ce qu'on a appelé des conventions masculines, qui fait que pour une bonne partie des femmes qui démarrent éventuellement dans ces activités-là, c'est pas du tout agréable, c'est pas intéressant. Et même quand on y est, au bout de à 35, 40 ans, on peut commencer à trouver ça fatigant. Hein, comme m'avait dit une instrumentiste de jazz très reconnue, très connue. C'est un peu comme une équipe de foot, hein, faut avoir envie de jouer au foot, quoi. Donc ça, on retrouve ça dans les univers très masculins, dans lesquels la règle du jeu est d'abord masculine, même dans la définition de l'acte musical d'ailleurs, hein, pas seulement dans l'interaction sociale, mais bon, donc premier type d'obstacle qui est constaté, qui peut tout simplement faire qu'il y ait des femmes qui abandonnent, qui disparaissent, qui se fatiguent, qui trouvent ça ennuyeux, sans même se poser la question d'ailleurs de est-ce qu'elles ont du talent ou pas, et est-ce qu'elles ont quelque chose à dire ou pas, parce qu'il faut garder la motivation, garder l'envie dans des milieux qui sont très très durs, dans lesquels il y a très peu d'argent, où c'est vraiment la croix et la bannière pour les hommes comme pour les femmes. Deuxième type de chose qui ressort aussi de toutes les enquêtes, alors là vraiment qu'on travaille sur la danse, Ranou et Roharik ont fait un gros travail sur la danse, montrant comment dans cet univers féminin on retrouve des hommes à la tête des chorégraphies, des centres nationaux, c'est les réseaux sociaux.
Donc, par exemple, Ranou Rohari, qui travaille sur la danse, montre que les femmes et les hommes n'ont pas tout à fait les mêmes réseaux sociaux. Les femmes ont surtout des réseaux sociaux féminins, et les hommes ont des réseaux sociaux féminins et masculins. Et c'est cette double capacité de réseau qui leur permet d'accéder plus facilement que les femmes, en dehors de la question du talent, à des postes de direction et à ces fonctions de prestige qui leur sont plutôt fermées. Mais on trouve la même chose dans le cinéma étudié par Bilby and Bilby, évidemment dans le jazz que j'ai pu travailler. On a des exemples comme ça qui se répètent toujours avec ces réseaux sociaux qui à chaque fois évidemment prennent des formes différentes. Par exemple, Bilby qui travaille sur les scénaristes à Hollywood montre qu'à réussite égale au premier film, les hommes sont beaucoup plus souvent cooptés par le Talent Agency, l'agence de talent, qui fait le boulot, qui case les scénaristes dans les bons projets et dans les bonnes situations professionnelles. Et au final, on retrouve des hommes, mais aussi des blancs, comparativement à des noirs, ou des hommes, Eva parlait d'âge, aussi vieillir dans l'art, c'est très difficile. Les personnes plus âgées disparaissent plus facilement que les plus jeunes. Donc, selon les mécanismes de chaque monde de l'art a son mécanisme social, mais à chaque fois, le réseau social est toujours plus souvent masculin, avec cet entre-soi. Eva également l'a évoqué, c'est cette sorte de facilité de travailler entre hommes, beaucoup plus évidente. Ça a commencé dès l'école maternelle et ça se perdure dans l'art. Troisième chose qui émerge également, les stéréotypes. Les stéréotypes féminins, j'ai vu, c'est bon. Les stéréotypes, j'ai la vision latérale. Les stéréotypes féminins, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir a fait des choses magnifiques qui encore aujourd'hui nous aident bien à comprendre ces stéréotypes les femmes sont censées être plutôt des objets passifs, séduisants. Et quand on veut affirmer une parole, être créatrice, évidemment, ça rend les choses très compliquées d'être entendues. D'être entendu même quand on fait de la musique. Donc il y avait un très beau travail fait par 2 Américaines sur les auditions en musique classique. Du moment où on a caché les personnes auditionnées, on a eu plus de 30% de femmes. Donc ça nous affecte vraiment, c'est ce que disait Hélène dans son introduction, ça nous affecte au quotidien, ces stéréotypes, on les a dans la tête, on a grandi avec, et donc les femmes, c'est plutôt la passivité, la faiblesse. Et non, on retrouve ça dans les différents arts, le théâtre, etc. Et puis dernier point, qui finalement s'est relevé plutôt secondaire dans des mondes très masculins comme le jazz, plutôt important dans des mondes plus féminisés comme la musique classique, l'articulation vie privée, vie professionnelle, le poids des tâches domestiques est encore sur les épaules des femmes, la question de la maternité est encore une question qui relève plus dans nos sociétés d'un choix dit féminin que masculin. Et on peut trouver régulièrement dans les entretiens, dans les rencontres, des femmes artistes qui vont devenir enseignantes ou se retirer de l'activité créative parce qu'elles la considèrent comme incompatible et qu'elles n'ont pas, comme les hommes, un compagnon qui va jouer le jeu de l'accompagnement à la maison pendant qu'elles sont sur les routes, parce que c'est des métiers qui sont très durs en termes de vie quotidienne. Souvent, on travaille le week-end, le soir, les moments où on est censé être avec ses enfants. Merci. Merci. J'avais pensé que les cuisinières, c'était que des grands cuisiniers. Il y a un beau travail qui a été publié dans le Cahier du genre là-dessus, tout à fait, avec vraiment les mêmes mécanismes. Nous allons passer à la deuxième question. Eva, toujours. Oui, tu vas commencer. Sur quelles ressources particulières as-tu pu t'appuyer pour franchir les obstacles que tu as décrits au début? Et est-ce que ton engagement auprès des associations féministes t'a permis d'avoir un outil supplémentaire pour franchir ces obstacles? On fait 2 questions en une alors. Allez hop. 5 minutes. Allez hop, 10 minutes. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que tu m'as demandé d'abord? Sur quelles ressources spécifiques? Alors évidemment, une jeune actrice qui arrive dans le métier, comment elle arrive, hein? Bon, on sait. Eh bien, c'est pas si faux que ça. C'est-à-dire, c'est pas si faux que ça. C'est-à-dire que je ne mets pas en doute les relations sincères qui se sont passées entre actrices et metteurs en scène, entre actrices et producteurs. Je ne mets pas ça en doute, mais quand même, ça en a servi plus d'une qui sont au firmament. Catherine Deneuve, avec Vadim, je sais pas, donnez-moi des noms. Fanny Ardant avec Truffaut, Isabelle Huppert avec Toscan du Plantier. Mon Dieu, il y en a... Hein? Qui vivait avec Toscan du Plantier? Je ne crois pas. Toute la famille. Je ne crois pas. Je crois pas. Donc, voilà, quand il y a des rencontres, c'est formidable. Mais c'est souvent, comme on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme.
Derrière chaque femme qui réussit, il y a quand même souvent un homme. Et ensuite arrive, une fois que l'homme disparaît, si la femme est suffisamment maligne, si elle a du savoir-faire, et si elle a... je ne parle pas de talent, hein, le talent n'a rien à voir avec la réussite. Il se trouve que dans celles que j'ai nommées, il y en a qui ont du talent. Vous n'avez qu'à chercher qui. Ensuite, il y a le savoir-faire, savoir comment on peut arriver à travailler, à avoir des projets, à inciter le désir de l'autre. Être actrice, c'est être dans le désir de l'autre. C'est infernal. C'est infernal, car l'actrice, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est un milieu extrêmement rétrograde, extrêmement réactionnaire, extrêmement machiste. L'actrice doit être à disposition. Elle doit représenter absolument tous les stéréotypes de l'inconscient collectif. Il faut qu'elle soit une bombe, qu'elle soit pas trop intelligente, mais pas bête non plus quand même. Un tout petit peu insolente, mais pas trop. Qu'elle puisse dire « je dors toute nue », toujours sexuelle, des réflexions sexuelles. « Je dors toute nue avec mon parfum Chanel numéro 5 », comme disait Marilyn. Voilà, moyennant quoi, si on a cette dose de sexualité qui s'exprime et cette dose d'attrait, etc., et on attire un homme, 2 hommes, 3 hommes, et on arrive comme ça. Alors, toutes celles qui ne passent pas par là, qui sont quand même le nombre maximum, c'est très difficile, vu qu'il n'y a pas de rôle, que les rôles sont toujours mineurs, secondaires, qu'on demande aux femmes d'être jeunes, voilà, donc c'est un métier extrêmement difficile. Alors, sur quelles ressources spécifiques on se base? Eh bien, on est perdu. Donc, ce que je dis, moi, quand je fais des masterclass, quand on en arrive à la scène des adieux et qu'on se dit, bon, alors voilà, on a bien travaillé maintenant, je dis, les garçons, voilà, moi, je vous aime beaucoup, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, il n'y a que de la place que pour vous, etc. Maintenant, les filles, je vais vous parler. Vous allez me faire le plaisir, immédiatement, si vous voulez rester dans ce métier, de prendre les armes de pouvoir. Car le pouvoir, vous ne l'avez pas et vous ne l'aurez jamais. Personne ne vous laissera passer. Donc, vous allez prendre les armes du pouvoir et pour ça, vous allez faire des stages de formation de productrice. Et une fois que vous serez productrice, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Vous allez écrire vous-même, faire écrire, commander et faire enfin aboutir vos projets, car nous sommes dans ma génération qui pourtant a vraiment agi et a essayé de changer les choses et de bouger et a réussi tout à fait d'une façon infinitésimale. On n'a pas réussi à être tout ça. Les productrices sont très... les hommes ont l'impression, toujours avec ce chiffre de 30%, 33%, les hommes ont l'impression que les productrices sont majoritaires dans le métier. Elles ne le sont pas dans le métier de la télévision. Elles ne le sont pas, absolument pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est... moi, je n'ai pas su être productrice, bien que je le sois de mes propres spectacles, parce que je n'ai pas trouvé de producteur, c'est juste pour ça. C'est bien fait pour eux, ça marche, et voilà. C'est l'écriture. Voilà, moi, je suis passée par l'écriture pour m'exprimer, pour avoir du travail, et pour avoir du travail avec des rôles pleins, avec des rôles porteurs. Donc très très vite, j'ai commencé à écrire Les Jeannes avec mes camarades, qui était le premier spectacle féministe drôle, et on a fait un tel carnage, ça a été un succès tellement mondial que voilà, moi j'ai continué d'écrire. Ça m'a permis de travailler comme actrice ensuite. Mais dans ma vie privée, je tiens à dire aussi que j'ai vécu avec Jean-Michel Ribes à mes tout débuts, ce qui m'a permis effectivement de tourner dans Merci Bernard et Pallas, dont on parle encore, mais qu'une fois que ma relation a été terminée avec Jean-Michel Ribes, je n'ai plus jamais retravaillé, ni avec lui, ni avec ceux avec qui il pouvait insister pour que je ne travaille pas. Donc, comme je n'ai pas eu justement ces armes-là, il y a des choses que je n'ai pas récupérées. Mais j'ai récupéré par ailleurs dans l'écriture. Donc, c'est les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est soi-même. Hélas, on ne se coopte pas. Hélas, contrairement à ce que tu dis, dans mon expérience, il n'y a pas de réseau féminin. Les femmes ne sont pas en réseau. Les hommes sont en réseau spontané.
Et ils sont en réseau aussi, bon, comme le siècle, comme la franc-maçonnerie, comme bien... Il y a un petit peu de femmes dans la franc-maçonnerie, il ne faut pas déconner. Bon, comme tout ça, ce sont des réseaux où les femmes... Non, j'ai plus d'une minute. Ce sont des réseaux où les femmes n'entrent pas. Et pour constituer un réseau, ben, c'est très compliqué. Il y a des associations, mais il n'y a pas de réseau. Des réseaux professionnels où on se dit, allez, qu'est-ce qu'on fait? On s'échange des trucs, etc. Et je ne peux qu'exhorter les jeunes filles à se mettre en réseau, à devenir productrices et à continuer d'écrire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Marie-Hélène, la dimension sociale et militante que tu exprimes dans tes œuvres, est-ce qu'elle t'a permis de franchir certains obstacles? Alors, c'est un petit peu la dimension sociale et militante, elle est un petit peu à double tranchant. D'ailleurs, plutôt que militante, il y a une dimension militante, mais je préfère quand même globalement le terme engagé, en tout cas dans ma pratique artistique, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Hélène dans l'introduction, l'art militant, c'est très mal vu. L'art féministe, c'est assez mal vu aussi, même si beaucoup de femmes ont contribué justement, dans les années 70, à proposer des nouvelles pratiques, à proposer des nouveaux sujets aussi, des choses qui étaient de l'ordre de l'intime, du féminin au sens, je dirais, positif du terme. C'est-à-dire que ça devenait audible, ça devenait montrable, on avait le droit de s'y intéresser, on pouvait en parler. Ça donnait lieu aussi à un certain nombre de performances, d'installations. Donc ça subvertissait aussi le petit milieu du monde de l'art tel qu'il avait été depuis des siècles, c'est-à-dire qu'il produisait des objets qui étaient montrés, qui étaient vendus, qui étaient possédés. Il y a aussi cette notion dans les beaux-arts ou dans les arts plastiques, c'est la production d'un objet qui est potentiellement, qui va appartenir à un collectionneur. Et on pourrait aussi parler de la dimension de la place des collectionneurs dans le rapport à l'art pour les femmes, parce que sur quoi on peut s'appuyer en tant qu'artiste, c'est effectivement, puisqu'on n'est pas salarié, donc on vit de l'air du temps souvent, on vit, donc il y a dans les années 80 un certain nombre de réseaux qui ont été, d'institutions qui ont été créées, entre autres d'ailleurs par le ministère Langue, avec les DRAC, les FRAC. Donc les FRAC sont des fonds régionaux d'art contemporain, étaient là pour aider justement les artistes à pouvoir exister en région, avec normalement des collections qui s'adressaient d'abord aux artistes des régions concernées. Mais très très vite, c'est devenu aussi des lieux de pouvoir. On a les chiffres, on sait très bien aussi que les FRAC, d'abord, sont dirigés par des hommes et l'essentiel de leur collection, ce sont des œuvres d'hommes. Quand ils achètent des œuvres de femmes, ils en achètent 2 fois moins et ils les payent 2 fois moins cher. Donc on est toujours absolument sur les mêmes schémas. Donc c'est assez difficile de s'appuyer sur ce type de réseau. Moi, on a une fois une pièce au FRAC de France, j'ai quelques pièces dans les collections. Un autre réseau qui s'est développé dans les années 80, c'est le réseau des artothèques. Alors les artothèques sont des lieux absolument formidables. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ici et tous ce qu'est une artothèque. Il y en a une trentaine en France. Ce sont des lieux où on peut emprunter des œuvres comme on emprunte des livres ou d'autres objets culturels. Donc c'est un formidable vecteur de démocratisation des arts plastiques, et les artothèques sont majoritairement dirigées par des femmes. C'est bien un des rares lieux dans les arts plastiques, mais je pense que c'est pas totalement anodin. C'est que les budgets des artothèques sont beaucoup plus petits. Les artothèques ne possèdent que des multiples, donc il y a des œuvres qui ne sont pas des originaux, enfin qui sont des originaux, pardon, mais qui ne sont pas des œuvres uniques, donc dont la valeur est bien moindre qu'un tableau ou une sculpture ou n'importe quelle autre pièce unique. Donc ce réseau des artothèques, à titre personnel, c'est un réseau peut-être aussi où je suis un peu plus présente parce que j'ai vendu un petit peu plus de choses dans les artothèques. Mais quoi qu'il en soit, ces réseaux institutionnels, je ne pense pas qu'il y ait une seule femme en France qui vive de ce type d'entrée, que ce soit après par les bourses, les aides à la création. C'est très très difficile à obtenir, c'est très coopté aussi. Il y a aussi, je dirais, des listes. Enfin, c'est pas là-dessus qu'on s'appuie. Donc sur quoi je me suis appuyée j'ai envie de dire comme Eva tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'appuyer sur ses propres ressources parce que sinon, de toute façon, on disparaît. Pour préparer cette table ronde, j'ai un peu réfléchi à ce qui était devenu aussi les étudiants et les étudiantes autour de moi dans mes études, dans mes années d'études. Là non plus, j'ai pas de statistiques officielles, mais la plupart des filles ont disparu.
Hein. Je veux dire, il n'y en a pas une qui soit... Enfin, si, il y en a une dont on peut dire qu'elle est connue, c'est Anne de Villepoix, la galeriste parisienne. On était dans la même école, mais justement, elle est tout de suite devenue galeriste, elle n'a jamais été artiste. Et sinon, il y en a une autre qui est aussi toujours artiste et qui ne vit que de ça. C'est-à-dire il y a une toute petite poignée d'artistes en France qui vivent vraiment de plasticiens, qui vivent de leur travail. C'est vraiment minuscule et c'est essentiellement des hommes, évidemment, parce qu'une partie de ceux-là vivent de la commande publique. Vous voyez Manifesta, par exemple, hein, qui existe depuis 4 ans. Bon, 4 éditions les unes derrière les autres. C'est 4 hommes à qui on a passé cette commande parce que je pense que le sous-entendu, c'est quand même qu'une femme ne peut pas faire une œuvre monumentale pour la nef du Grand Palais. Il faut des couilles, je crois, pour faire ça. Il n'y a rien à faire. Donc le jour où ça sera une femme, je pense qu'on pourra peut-être déjà toutes se rendre au vernissage. Donc, bon. Voilà, on me dit que c'est fini, donc je vais m'arrêter là. Merci. Donc je vais d'abord poser la question à Marie Buscato. Et puis j'aimerais en fait lui poser une double question. Donc ça va l'embêter, c'est sûr. Donc c'est sur quelles ressources spécifiques les musiciennes ou chanteuses de jazz s'appuient-elles pour franchir les obstacles rencontrés? Mais moi j'aimerais aussi que vous nous disiez 2 mots, alors en parlant très vite. Donc, sur quelles ressources vous-même vous êtes appuyé pour pouvoir faire ces recherches, vos propres recherches? En 5 minutes. Okay. Oui. Alors, par rapport aux ressources, on va quand même revoir des choses qui ont été abordées par Eva ou Marie-Hélène. La première chose, c'est les capitaux familiaux. Ce que Catherine Marie avait, à partir des ingénieurs, appelé de la sursocialisation. C'est-à-dire que très souvent, ceux et celles qui arrivent à trouver une place dans des mondes particulièrement masculins et fermés aux femmes a priori, sont celles qui vont avoir, par leur socialisation familiale, par éventuellement les apports, les ressources et les aides familiales. Donc, dans le jazz, il y a des pères, évidemment, musiciens de jazz, mais aussi parfois des oncles. Ça peut être aussi des familles. On retrouve ça dans le cinéma, dans les travaux de Brigitte Rollet, etc., etc. Donc, on a beaucoup d'exemples de sursocialisation familiale qui, comme dans les autres mondes masculins, participent à faire que c'est à la fois des personnes qui ont évidemment un réseau social à l'origine qui marche mieux, mais aussi des compétences et une confiance en soi, tout simplement, qui peut s'affirmer parce qu'elles savent aussi qu'une partie de ce qui leur arrive est quelque chose qui ne devrait pas leur arriver. Donc je me rappelle avoir rencontré une batteur dont le père est musicien de jazz et qui me dit heureusement qu'on m'avait expliqué qu'il fallait pas coucher parce que sinon, et qu'il fallait pas faire ci, et puis que de toute manière, voilà, parce qu'il y a des choses qui lui arrivaient, elle savait que ça arrivait pas aux hommes qui étaient autour d'elle. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ces capitaux familiaux peuvent s'étendre par le compagnon. Dans le jazz, par exemple, beaucoup de chanteuses de jazz et de femmes instrumentistes sont en couple, amoureux. Il n'y a pas de volonté de dire je vais prendre un mec dans le milieu comme ça va, je vais m'en sortir, mais elles sont amoureuses, et être amoureuse fait qu'elles sont protégées et qu'elles trouvent plus facilement, elles accèdent au réseau de l'homme, elles accèdent au fonctionnement plus masculin. Les autres hommes les vivent moins comme des objets sexuels, mais davantage comme des personnes avec lesquelles vivre et travailler. Et donc effectivement, ce qui est constaté dans le jazz, bon, moi je l'ai vu de manière ethnographique, mais on le retrouve dans d'autres milieux, dont le théâtre. Ça, c'est, je dirais, une première grosse ressource qu'on constate dans les milieux très, très fermés aux femmes. La deuxième ressource, c'est l'école. Donc, alors, on peut être étonné, on peut se dire, mais quand même, à part la musique classique, c'est droit d'entrée 0. Maintenant, en littérature, Delphine Naudier montre bien que les femmes qui sont passées sont plus souvent que les hommes, et des femmes qui publient, qui sont écrivaines, vont plus souvent que les hommes avoir été dans les écoles. Alors pourquoi ? Certes parce que ça leur donne un diplôme, mais aussi parce que ça leur donne confiance, puis ça leur donne plus de ressources et de capacités. Donc dans ces moments où on est un peu seul, un peu isolé, on va davantage perdurer, davantage croire à ce qu'on sait faire, davantage avoir éventuellement les potes de promo aussi, qui sont parfois des hommes et pas seulement des femmes. Donc ça aide aussi à rebondir et à retrouver de la force et de la ressource. Donc on le trouve en jazz, on le trouve en littérature, on le trouve dans les différents domaines où la question a été posée, et pas seulement en musique classique, où évidemment on le retrouve en musique d'orchestre, comme l'a montré par exemple Hyacinthe Ravet pour la France. Troisième élément, l'usage de capitaux féminins, c'est-à-dire, là je reprends vraiment l'expression de Frédéric Matonti, Delphine Dulon sur les femmes en politique, la séduction.
c'est évidemment, on est un objet de désir, mais on est aussi quelqu'un qui peut utiliser cette séduction pour être produite, pour éventuellement arriver à faire des films. Alors évidemment dans le travail d'interprétariat, hein, l'actrice, la chanteuse, mais aussi des femmes instrumentistes qui me disent moi, tel producteur m'a produit parce que je suis une femme et il m'a mis sur la couverture. Donc c'est une arme à double tranchant, puisqu'à court terme, ça permet d'avoir accès éventuellement à une programmation, à une publication ou à être recruté, mais on devient objet de désir avec évidemment toutes les difficultés que cela peut créer dans la construction d'une légitimité. Donc pour donner le cas du chant de jazz, elles n'étaient pas considérées comme des vraies musiciennes, puisqu'elles chantent, c'est séduisant, c'est magique, c'est naturel, mais c'est pas une vraie expertise. Hein. Donc, à part si vous avez 5 octaves, globalement, on va jamais vous attribuer une grande compétence musicale, à l'inverse de l'instrument, qui lui, il fait rail avec de la technique comme en photographie, hein, il déclenche, etc. Et dernier point, les actions. Alors, je suis tout à fait dans le sens de Deva. Il y a beaucoup de choses, notamment dans les années 70. Fabienne Dumont l'a montré sur les arts plastiques. Hein, beaucoup de groupes féminins qui se mettent en place, de solidarité qui essayent de s'installer avec des associations. Et on en retrouve encore aujourd'hui beaucoup, et pas seulement dans cette salle. Ça joue un rôle secondaire dans les enquêtes, en tout cas que j'ai pu compulser. Et alors dans le jazz, c'est encore plus évident. Ça joue un rôle secondaire dans l'accès au réseau, parce qu'effectivement, ça a beaucoup de mal à tenir dans le temps. Donc ça va permettre de rebondir, permettre d'accéder, mais ça va beaucoup moins qu'un réseau masculin bien installé de potes qui travaillent ensemble depuis 30 ans, beaucoup moins bien fonctionner, même si ça reste quand même quelque chose d'important et qui justifie que ça continue et qu'il y ait des associations et des actions collectives. Alors pour revenir sur la petite question subsidiaire, comment j'ai fait moi ? Alors je suis dans une position un peu particulière. Comme je vous ai dit, la socio du genre m'est tombée dessus. Alors je pense que c'était une chance et en même temps une limite. La limite, je vais la donner d'emblée, c'est que moi-même, je me suis demandé si ce que j'avais à faire avec les femmes du jazz était bien scientifique. Finalement, j'avais intériorisé, comme Marie-Hélène le disait tout à l'heure, sur le travail qu'on fait sur la danse, mais est-ce que c'est bien sérieux ? Bon, l'automobile, ça, c'est du sérieux, mais les femmes dans le jazz, est-ce que c'est vraiment de la recherche ? Et pour tester mon idée, je suis même allée voir j'ai eu l'occasion de rencontrer Howard Baker et je lui ai parlé, je lui ai dit, je suis en train de trouver ce truc-là, vous en pensez quoi ? Go for it, it's great. Et donc, c'est le monsieur du jazz, le monsieur de la socio de l'art, le monsieur, il parle en anglais, excusez-moi, donc voilà, je suis allée chercher ma légitimité chez un homme. Deuxième point, et bon, je pense que c'est normal, c'est comme ça que fonctionne notre société, hein, et après, évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes sociologues du genre. Et j'ai beaucoup travaillé avec Catherine Marie, je travaille avec Marguerite Marveni, et je continue aussi avec Catherine Marie, Marie Leoncini, dont on a parlé tout à l'heure, le groupe Mélodie Genrée. Donc je pense que je suis aussi allée du côté de travailler avec les sociologues du genre. Donc vous m'avez posé une question difficile, mais la légitimité scientifique qu'on travaille sur le genre, de mon point de vue, c'est un combat permanent. Beaucoup plus qu'en socio du travail ou en socio des arts, j'ai eu à démontrer que ce que je disais n'était pas juste une chanteuse hystérique qui était en train de parler de son histoire personnelle ou une femme féministe qui a envie de défendre une position. Et ma chance, alors là, vraiment ma chance, c'est que j'avais et je continue à beaucoup travailler en dehors du genre, sur le travail artistique, sur les questions d'ethnographie. Et c'est vrai que cet aller-retour dans le monde de la sociologie, à mon avis, est quelque chose qui renforce la légitimité de ce qu'on peut avoir à dire sur le genre. Merci. Marie, tu voulais dire les femmes double travail ? Les femmes double travail. Toutes les femmes double travail. Ça fait écho à une discussion qu'on vient d'avoir avec Evelyne, qui a dû faire double travail également. Je pensais aussi aux femmes qui vont à l'usine et le soir qui font à manger. Ah oui, ça par contre, ça continue et ça ne s'arrêtera jamais. Ah oui. Ça va s'arrêter demain. Chez moi, ça s'est arrêté. Ah oui. Ça s'est arrêté demain. Oui, chez moi aussi, je vis seule. Alors. J'ai résumé. Ça s'est arrêté demain. Tout le monde est d'accord. Donc, Hélène, je suis désolée. Donc, Hélène, tu viens de nous parler, il n'y a pas très longtemps, des difficultés que rencontrent les danseuses dans leur carrière. Alors, en continuité avec cette première question, mais cette fois-ci dans le contexte plus vaste de l'art, as-tu identifié des problèmes spécifiques quant à l'accession des femmes à la création, notamment à leur reconnaissance en tant que chorégraphes, et plus généralement dans leur accession à des postes de responsabilité? Oui, alors souvent le passage à la création, c'est comme le disait Eva, un moyen aussi de danser. Si on vous engage pas, on monte sa compagnie et puis on invente de la danse et puis on se produit et voilà, et on commence à être chorégraphe.
Donc, pour pas déborder, je vais me limiter à la danse contemporaine, hein, qui est exemplaire dans le sens où c'est elle qui est censée ne pas se soumettre aux normes. Et on constate des inégalités très importantes en termes de diffusion et d'accession à la création. Donc, on peut toujours créer de la danse, hein, mais après, il faut être diffusé. Alors évidemment, ce sont des différences, je dirais, des inégalités moins fortes que dans le secteur de la musique ou du théâtre, mais néanmoins importantes. Alors, par exemple, moi j'ai étudié la programmation d'un des lieux, si ce n'est le plus emblématique, en tout cas très emblématique de cette danse, c'est le Théâtre de la Ville à Paris. Donc je l'étudie depuis 14 saisons, depuis 2000, en prenant en compte les spectacles de danse contemporaine uniquement. Donc, j'ai obtenu 63,6% de spectacles chorégraphiés par des hommes et 36,4% chorégraphiés par des femmes. Sachant qu'on a frôlé en 2001-2002 l'égalité. Il y en avait une femme de moins que d'hommes, mais on n'a jamais eu autant de femmes que d'hommes. Et depuis ces dernières années, on est sur la proportion de 2000, donc ça n'a absolument pas bougé. La sex ratio est quand même de 1,75. Ce qui est intéressant aussi, c'est la saison là actuelle. Ça paraît presque caricatural. Il y a 8 spectacles chorégraphiés par des femmes. Alors 2 sont de Trisha Brown. C'est donc une icône de la danse contemporaine. C'est un monument, Trisha Brown. Un de Pina Bausch, autre monument, 2 d'Anne-Theresa de Kersmaker, donc ça nous en fait 5 qui sont par des icônes qui de toute façon sont programmées tous les ans. Autrement, mes statistiques, elles s'effondreraient de façon dramatique. Donc, il m'en reste 3. La première correspond à une lauréate d'un concours de jeunes chorégraphes, Pauline Simon, qui d'ailleurs partage sa soirée avec les autres lauréats. La deuxième, en fait, c'est un duo mixte. La chorégraphe, c'est Onji Wang. Elle n'est citée que comme collaboratrice du chorégraphe Sébastien Ramirez. Et quand vous feuilletez le programme du Théâtre de la Ville, on la désigne comme sa compagne et danseuse. Et le dernier, enfin, une pure chorégraphe, c'est Louise Le Cavalier. Parfait, sauf qu'elle n'est pas programmée au Théâtre de la Ville même, mais dans un théâtre partenaire qui est le 104. Voilà. Alors évidemment, les programmatrices et programmateurs ne sont pas toutes et tous consciemment sexistes. Il y en a qui le sont, mais pas tout le monde. Et c'est souvent que les hommes bénéficient d'une appréciation inconsciemment plus favorable que les femmes. Exactement comme pour les jurys dans les auditions. Et ces biais sont renforcés dans notre secteur par le fait que les hommes sont perçus comme minoritaires. Et donc, on veut favoriser ceux qui sont perçus comme étant minoritaires, même s'ils ne le sont pas. Et le problème, c'est qu'en danse, il n'est pas possible de faire des paravents et des sélections en aveugle. Donc, y compris pour les subventionnements où, en général, on voit les gens qui dansent. Voilà. Sur les postes à responsabilité, les lieux de danse sont majoritairement dirigés par les hommes, au même titre que les postes au ministère. Alors, on cite toujours les centres chorégraphiques, moi aussi j'ai fait les statistiques, 19 centres chorégraphiques. On a baissé donc de 43% attribués à des femmes en 2006. Remarquez qu'on n'était même pas à 50%, ce qui, compte tenu de l'énorme proportion de femmes à la base, représente quand même une grosse inégalité. 43% en 2006, on n'est plus qu'à 30% en 2013. Et moi, je me suis intéressée au budget aussi, parce que c'est important quand même. Il ne suffit pas d'avoir un centre chorégraphique, ils n'ont pas tous la même dotation. Donc, sur les budgets 2011, des 18 centres chorégraphiques nationaux, c'était les mêmes directions que 2013. Les CCN dirigés par des femmes se situent en 3e position, avec Caroline Carlson. Bon, grand nom, elle a quand même des moyens, et ont des budgets largement inférieurs à ceux dirigés par des hommes. Alors, la moyenne des budgets des centres dirigés par les hommes est de 2 582 920 €, celle des budgets dirigés par une femme de 1 588 420 €, soit un rapport de 1,6, ce qui est quand même important. Et le plus haut budget attribué à un homme est 26 fois plus élevé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que le plus bas, qui est attribué à une femme.
Donc, je dirais qu'il y a de très fortes inégalités. Et pour rebondir un peu sur la question qui a été posée, je dirais que dans la danse, la situation est un peu différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cet appui que peut constituer soit la famille, soit le mariage ou les compagnons. C'est beaucoup plus des trajets singuliers. Donc, finalement, il y a les réseaux. Et puis, il y a l'accès à la création qui permettent de passer les frontières. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Oui, ça c'est un peu, on a envie de dire la barbe. Hein. Alors maintenant, comment, mesdames, enfin c'est l'avenir, je vais commencer toujours par Eva. Hein. Comment envisages-tu de transmettre, pourquoi pas, comment envisages-tu de transmettre ton expérience et tes acquis? Écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les masterclass, vraiment, j'encourage les filles à se prendre en charge, à se prendre en main, ne plus être dans l'attente de la séduction, mais dans le faire, dans l'agir. Pour continuer, simplement m'est venu en tête les programmations de l'an dernier au Théâtre de l'Odéon où il y avait 0 femme de programmée. Et il y avait une femme au théâtre du Rond-Point. Il y a une femme de programmée cette année. C'est super encourageant, ça change quand même. C'est vrai, on évolue, ça fait du bien. Et quelle est la proportion du budget des théâtres? Je crois que les femmes ont, voilà, un tiers de moins de subventions quand c'est une femme à un théâtre national, au même titre qu'un homme, un tiers en moins. Enfin, il y avait, parce que maintenant avec Aurélie Filippetti, je pense que peut-être tout ça est en train de changer, puisqu'une femme a été nommée au Théâtre de Nice, c'est Irina Brooks, c'est une immense metteuse en scène. Je suis absolument ravie qu'elle soit là-bas. Les associations féministes, moi je suis proche de l'association HF qui fait un travail absolument remarquable qui travaille avec les ministères, où je me faufile de temps en temps pour une ou deux réunions, où je vais me faufiler, je suis folle de joie de jouer au ministre des droits des femmes le 21 novembre. Et je pense que la transmission pour moi, ça va pas changer grand-chose. Ça va faire bouger dans l'instant, ça va faire bouger. Mais je crois que vraiment, ce qui serait nécessaire de faire, nous en sommes, je pense, toutes et tous conscients, c'est de travailler à la base, à la racine des choses, à la maternelle, de travailler dans l'éducation. Il faut que Vincent Payon travaille avec nous. Il faut que Vincent Payon soit avec les femmes, soit avec HF, soit avec tout le monde. Il faut qu'on soit dans des rapports égalitaires dès le plus jeune âge, moyennant quoi, ensuite, ce sera beaucoup plus simple. Et on aura ici moitié d'hommes, moitié de femmes qui travailleront sur des sujets qui seront, je ne sais pas, à inventer en tout cas. Voilà. Ai-je bien répondu, Anne-Marie? Tu as très bien répondu et comme nous avons juste 15 minutes avant d'être évacués, je passe vite la parole. Les débats, ça sera raccourci. Je passe vite la parole à Marie-Hélène pour te poser la même question. Ah oui, tu nous as parlé de la transmission, de ce que tu faisais en atelier autour de tes expositions avec les jeunes. Voilà. Oui, alors, oui, tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait terminé de répondre à la question, effectivement, où il se trouve que depuis une dizaine d'années, donc, comme la plupart, la très, très, très grande majorité des artistes plasticiens, je ne vis pas de la vente de mes œuvres, mais j'ai quand même, sinon la chance, au moins la niaque, je pense, d'être encore sur le terrain au bout de 30 ans et de ne pas avoir lâché le morceau comme la plupart des femmes l'ont fait en cours de route. Bien souvent, effectivement, aussi à cause des données de la vie privée, auxquelles on est souvent aussi amené à faire quelques sacrifices. Donc, je travaille depuis une dizaine d'années avec une association qui s'appelle l'association Images Buissonnières, sur laquelle on fait des ateliers de pratique artistique. Et oui, alors là, si on peut voir l'image, il se trouve que moi, j'ai beaucoup... ça va venir. Non, mais ça va venir. Il dit non, ça marche pas. Oui, ça y est, ils sont... Malheureusement, j'ai coupé le vidéoprojecteur, donc ça va être coupé. Sinon, ah, d'accord. Ok, bon, bah, alors je suis désolée, vous ne verrez rien. Après peut-être. Donc avec cette association, j'ai beaucoup eu l'occasion de mener des ateliers de pratique artistique dans les banlieues. Je voulais justement vous montrer des portraits écrits que j'ai pu faire avec un certain nombre de femmes qui apprennent le français dans les quartiers difficiles, comme on dit.
Et donc j'ai commencé ça vers 2004. Et là, j'ai entendu des témoignages absolument bouleversants, poignants et surtout révoltants et insupportables. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi décidé, dans ma pratique artistique, de commencer un nouveau travail concernant le sort des femmes, qui m'a conduit donc à produire. Et alors là, je fais comme Eva, je m'autoproduis. J'attends pas qu'on me passe une commande parce que sinon, souvent, je ne ferai rien. J'ai donc produit en 2010 un travail que j'ai appelé du côté des femmes, on n'est pas femme, on le devient, pour aussi justement à la fois interroger l'état de l'émancipation des femmes en France aujourd'hui, et puis aussi l'image des femmes que je trouve absolument insupportable. Vous entrez dans un kiosque de gare, 80% des femmes qui sont représentées sont des femmes qui sont jeunes, qui sont blondes, qui sont belles, qui sont minces. Il y a des sociologues qui ont sorti des statistiques récemment, et c'est absolument insupportable. Donc j'ai eu envie de photographier juste des vraies femmes, sans les relooker dans Photoshop, sans fabriquer des icônes sur lesquelles après on va faire souffrir les femmes pour qu'elles aillent se transformer chez le chirurgien pour ressembler à des images qu'on leur a montrées qui n'existent pas, de femmes qui n'existent pas. Et donc, voilà, donc cette première série, On n'est pas femme, on le devient, j'ai demandé aussi aux femmes de prendre la parole, parce que les femmes étant des images muettes, j'en ai marre aussi. J'ai vraiment envie de les entendre, qu'elles nous disent ce qui les font vibrer. Et chacune des 192 femmes de ce premier projet qui a participé a lu un texte qu'elle trouvait important. Et de quoi elles sont venues me parler, les femmes, pas de ce qu'on a dans les magazines féminins, pas de ce qui occupe les médias. Elles m'ont pas parlé de fringues, de régime ou d'enfants. Elles m'ont parlé de tout un tas de choses formidables. Elles ont lu de la poésie, de la philosophie, du théâtre. Elles ont lu leurs textes. Elles ont lu leurs questionnements sur l'exil, sur la vieillesse, sur la migration, sur la pauvreté, sur plein de choses, mais pas ce dont on nous parle d'habitude. Et donc ça a été un premier travail absolument formidable qui m'a occupée au-delà de tout pendant 18 mois, qui a commencé à circuler en 2011. Si je peux, je vous montrerai des images tout à l'heure. On a pu organiser des expositions dans certaines villes, entre autres à Roanne il y a 2 ans, ou vraiment, l'année dernière, où là, la ville de Roanne étant avec une maire femme, toute une équipe femme, et en plus une ville très très populaire, donc très très concernée par les problèmes des femmes. On a investi complètement la ville avec ces portraits qui étaient partout, dans les vitrines, à l'hôpital, sur la place de la gare. Il y en avait. On ne pouvait pas se promener pendant un mois dans la ville sans les croiser. Et ça, c'est aussi une autre un autre axe de mon travail depuis 30 ans, ou presque maintenant, 25 toujours, c'est que j'ai pas du tout en plus envie de travailler pour une institution, pour un petit cénacle de gens qui rentrent dans un centre d'art, et on sait que 95%, je pense à peu près, des Français n'y vont pas. Donc très souvent, je vais dans la rue, je vais vers les gens, j'expose là où on m'attend pas. J'ai exposé sur des autobus, sur des panneaux de éco, toutes sortes de biais qui peuvent permettre à la fois de subvertir les images publicitaires en prenant leur place, et puis aussi d'aller vers le public et pas attendre qu'un public vienne à soi. Donc ce premier projet de portrait de femme, on a conduit à un autre qui s'appelle donc Infinité Plurielle, qui lui, et là j'en suis très très heureuse, a été une commande du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui a complètement craqué devant le premier projet en voyant l'affiche du premier projet, et donc a eu envie d'avoir ce même cœur de femme avec un cœur de scientifique, parce que la place des femmes dans la science, c'est aussi un peu une place de strapontin. Elles ont exactement les mêmes problème, et là je pense qu'on a assez de chercheuses ici pour nous en parler, à obtenir des postes de direction, que ce soit dans les universités, dans les labos. Il y a très peu, il y a je crois 55 facs de droit en France, il y a 4 doyennes, alors qu'on sait que c'est une majorité de filles et de femmes dans les facs de droit. La médecine, c'est encore pire, il y a très très peu de professeurs de médecine, elles sont accueillies vraiment à coups de pied. J'ai eu des témoignages absolument poignants. Donc ce travail est en cours, il est visible, et j'espère qu'il le sera de plus en plus dans les mois et dans les années à venir. Là, il se passe pas mal de choses en ce moment, je suis en train de le terminer. Et donc, voilà. Et par ailleurs, autour de ces expositions, je mène très souvent des ateliers de pratique artistique avec des jeunes et des adultes. Je travaille beaucoup dans les quartiers, et sur les questions de stéréotypes, parce que l'image, c'est vraiment au cœur de cette construction des stéréotypes dès la toute petite enfance. C'est dans les images que ça se passe, et je trouve qu'en tant qu'artiste et en tant que créatrice d'images, on a nos responsabilités justement à dénoncer ces stéréotypes et pas à les perpétuer comme le font d'ailleurs une bonne partie des photographes. Merci Marie-Hélène. Oui, merci Marie-Hélène. Alors, je vais passer à Hélène. Alors, cette dernière question, troisième et dernière question, on va essayer d'aller avant l'évacuation. Donc, en quoi, Hélène, la transmission et la pédagogie entretiennent-elles le sexisme et des fonctionnements inégalitaires? Et puis, comme nous sommes dans la table ronde intitulée « S'imposer », donc, en tant qu'enseignante, enseignant-chercheur à l'université, comment envisagez-vous vous-même de transmettre votre expérience et vos acquis? Enfin, en quoi, par exemple, la danse permettrait-elle d'inverser ces processus? Bien.
Donc je dirais que le premier gros problème, c'est que l'esthétique de la danse continue à être perçue en termes de différence, qui est légitimée et entretenue par les enseignements. Exemple concret, le diplôme d'état de professeur de danse qui a 3 options, option classique, contemporaine ou jazz, qui dépend donc du ministère de la Culture, légitime une pédagogie différenciée puisque les épreuves d'aptitude technique comportent des variations différentes pour filles et pour garçons. Ce qui veut dire que l'on estime qu'on ne demande pas les mêmes aptitudes techniques à un professeur homme et à un professeur femme, sachant que, évidemment, tous ces gens-là vont enseigner aussi bien à des femmes, à des hommes, à des enfants, à des garçons, à des filles. Voilà. J'ai une de mes étudiantes, Marie-Ananda Guilavert, qui a étudié ces épreuves dans son master, et elle a montré qu'à de très rares exceptions près, ce sont des chorégraphes femmes qui chorégraphient la variation fille, des chorégraphes hommes pour la variation garçon, qu'il est arrivé à 2 reprises qu'une même variation serve pour les filles et les garçons, mais une fois, ce n'était pas la même année, mais que sur la vidéo qui sert à transmettre la variation, quand cette variation était destinée aux filles, on la faisait danser par une fille, et quand c'était destiné aux garçons, on la faisait danser par un garçon. Alors, ça amène des situations absurdes, puisque ce sont les femmes qui enseignent les variations filles et les garçons, les professeurs hommes, les variations garçons. Et quand dans une formation, on a un petit garçon, enfin un jeune homme qui veut devenir professeur de danse et que des filles, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 cas de figure. Soit il a un professeur particulier et toutes les filles ont des cours collectifs, soit, quand c'est les écoles qui n'ont pas beaucoup d'argent, on le prie de se débrouiller tout seul. Et ça s'est produit comme exemple. Et donc là, on a un dispositif vraiment officiel qui institutionnalise et légitime cette différence. Et on entretient cette idée que les femmes et les hommes ont des aptitudes au mouvement qui sont différentes. Et en plus, on enseigne aussi que pour les filles, transgresser cette règle serait une perte de féminité. J'ai une de mes étudiantes qui est ancienne élève du Conservatoire national supérieur de musique et de danse et qui me racontait qu'on lui avait fortement déconseillé de suivre les cours de garçons parce qu'elle allait attraper une morphologie masculine, des petits muscles, des petits mollets, etc. Alors, à l'inverse, moi, j'ai suivi en classique les enseignants d'une ancienne danseuse étoile du Royal Ballet à Londres. Elle-même avait suivi les cours de garçons et elle nous poussait à suivre les cours de garçons de façon à sauter aussi haut. Voilà. Alors, outre cette pédagogie différenciée, les statuts sont différents. Tout le monde a vu les cours de danse, alors que ce soit en hip-hop ou que ce soit en classique, c'est pareil. Vous avez un petit garçon, 2 petits garçons, vous avez plein de petites filles. Et qu'est-ce qu'on fait pour le gala de fin d'année? Alors, le petit garçon, il va avoir un rôle soliste et puis il pourra faire un peu le pit. De toute façon, on le pousse, on l'encourage parce qu'il ne faut surtout pas qu'il abandonne. Et toutes les filles sont habillées de la même façon. Elles font toutes la même variation autour. Voilà, et ça se voit, et les professeurs ne sont pas nécessairement conscientes, je dis conscientes parce que très généralement ce sont des femmes, de véhiculer des stéréotypes sexistes. Et après, il ne faut pas s'étonner si le petit garçon, il a plus d'audace, il progresse plus vite aussi parce qu'on s'en occupe davantage, etc., etc. Et je vous dis, c'est valable pour le cours classique, mais c'est tout autant valable pour les cours de hip-hop, qui reproduisent la même chose. Alors, effectivement, je dirais que c'est tellement dommage parce que la danse est potentiellement un moyen, un espace extraordinaire pour lutter contre le sexisme. Tout d'abord, les idées reçues sur les prétendues inégalités physiques entre les sexes. Je ne peux pas vous montrer de vidéo, je peux vous montrer des performances techniques où je vous défie bien de reconnaître où est le garçon et où est la fille. On sait bien que tout ça, c'est des questions d'entraînement. C'est important aussi pour les filles de travailler la prise d'espace, la projection dans l'espace, dont on sait bien que c'est un grand interdit dans toutes les cultures pour les femmes. On n'a jamais interdit aux femmes les travaux de force, au contraire. Par contre, l'espace, là, c'est un interdit. Or, la pratique de la danse, c'est souvent le seul endroit pour les adolescentes où elles peuvent investir l'espace. Puisque les garçons, en général, sont à l'extérieur, ils ont des jeux collectifs, des jeux de ballon, donc ils courent, ils traversent le terrain. Les filles, elles sont en intérieur. Alors, quand elles ont des diagonales de grand jeté, là, je peux vous dire qu'elles l'occupent.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que la seule forme de danse d'un point de vue anthropologique qui aille à l'encontre des autres, c'est la danse académique, puisque c'est la seule forme de danse qui, je parle avant la danse contemporaine bien sûr, mais qui non seulement autorise les femmes à sauter et à traverser l'espace, mais qui en plus les y oblige. Hein. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi la danse, ça apprend à travailler d'autres modalités de relations entre les sexes et aussi entre partenaires, puisque on travaille avec l'autre. Ça veut dire qu'on travaille sa propre présence à soi-même et la présence à l'autre. On travaille l'écoute, on travaille aussi le toucher, travailler avec l'autre. Donc ça construit des relations différentes où finalement la sexuation intervient fort peu. On est juste avec des individus, des humains, avec leur corps, avec leur tempérament, et on travaille avec. Et puis, c'est aussi travailler l'imaginaire, et ça, c'est surtout la danse contemporaine qui met l'accent sur cette dimension, c'est-à-dire que travailler à devenir autre, un devenir autre qui n'est pas philosophique à la Deleuze, mais qui passe par un travail de perception, c'est-à-dire que je me sens devenir autre, c'est-à-dire que ça élargit tellement plus que les simples catégories de genre que l'on peut avoir. Donc finalement, je dirais que toutes les formes de danse sont plus ou moins, bien sûr selon les danses, porteuses de potentialités pour changer les rapports sociaux de sexe, mais encore faut-il que ce soit conscientisé et que ce soit intégré dans les formations. C'est pour ça, donc ma demande serait vraiment que les diplômes d'État intègrent les questions de genre dans la formation, et déjà dans la formation des formatrices et des formateurs. Mais c'est très très loin d'être le cas, puisqu'on en est encore à avoir l'épreuve filles et l'épreuve garçons. Et enfin, par rapport à ma propre expérience, j'en parlerai pendant les questions, puisqu'on me dit que c'est fini. Merci Hélène. Alors moi je propose, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sonner, donc Marie Buscato va commencer à répondre à ma question. Si on doit l'interrompre, elle aura quand même 5 minutes après, et sinon peut-être que tu pourras tout nous dire. Donc Marie, comment envisages-tu de transmettre ton expérience et tes acquis ? Alors, la première chose qui est depuis le début, en fait, c'est de mon point de vue d'écrire ce pourquoi je suis payée par l'État, c'est-à-dire des articles scientifiques, des ouvrages scientifiques, et d'emblée de le faire, certes, dans des revues ou dans des contextes qui sont très, très sympathiques pour les approches genrées, mais aussi dans les contextes qui le sont moins. Donc j'ai mon premier article dans la revue française de sociologie, je viens de diriger un numéro, je crois qu'il y a une des participantes au numéro dans la salle, pour recherche sociologique et anthropologique. Je viens de lancer un numéro sur la transgression dans les arts pour ethnologie française. Donc faire rentrer le genre dans les endroits où il n'est pas ou peu présent. Avec Catherine Méry, on avait fait un numéro pour sociologie du travail sur le plafond de verre. Donc ça a vraiment été ma démarche d'essayer au maximum de publier des articles, des chapitres d'ouvrages dans les contextes finalement où cette question est pas présente, et de le faire de la manière la plus légitime possible pour faire rentrer cette problématique comme une problématique parmi tant d'autres dans la sociologie et puis finalement dans la société. La deuxième chose, il me semble, dans ma démarche, a été d'organiser des événements, de co-organiser. Donc l'ouvrage dont parlait tout à l'heure Evelyne en me présentant le genre à l'œuvre, c'est un travail à 5 ou 6 personnes. Donc je reprends sur la question de la transmission de mon expérience. Donc je disais, une première idée, c'est tenter de publier des articles, certes dans les revues comme Cahiers du genre, Travail, genre et société, mais aussi dans les revues plus généralistes, pour que cette problématique devienne la nôtre, et pas seulement celle de femmes militantes, mais aussi d'hommes, militants ou pas d'ailleurs, et de femmes non militantes, pour qu'on arrête d'associer ça finalement à quelques femmes qui auraient eu cette idée en se levant le matin. Et il me semble que c'est très important, parce que c'est un peu ça aussi qui peut changer les soubassements de notre fonctionnement social. La deuxième chose que plusieurs parmi nous font, c'est d'accepter finalement ce que je fais peut-être moins sur d'autres domaines, la position d'experte. Donc là, récemment, le laboratoire d'égalité qui monte un projet, qui me demande de travailler avec eux. Ça peut être, je suis membre du conseil scientifique du MAGE, qui a été créé et qui est dirigé par Marianne Marioni. À Paris 1, l'institution dans laquelle je me trouve, je suis membre fondateur du groupe genre avec Violaine Sébillotte-Cuche et Marianne Bidon et différents collègues dans les différentes disciplines. Donc je pense que ça aussi c'est important. Quand on est en sociologie du genre, et on n'a pas à le faire en sociologie du travail ou en sociologie des arts, c'est effectivement d'aller vers les institutions, vers les groupes, pour faire de cette problématique, une fois de plus, une problématique qui rentre dans les enseignements, qui rentre dans les publications.
Troisième type de choses, je crois que j'avais commencé là-dessus tout à l'heure d'ailleurs, c'est l'organisation d'événements, de projets scientifiques, ce que j'ai fait plus que dans les autres sous-spécialisations dans lesquelles je me trouve. Comme il est fait aujourd'hui par l'IEC, à titre principal, de faire des rencontres, de faire que des gens viennent écouter, puis qu'éventuellement il y ait des relais qui se fassent auprès de personnes plus ou moins motivées par ces questions-là. Actuellement, j'ai un projet PIC sur le genre de la critique d'art qui est financé par le CNRS et on travaille avec la Grèce pour rendre cette recherche, là aussi, au sein du CNRS, comme une des recherches normales, classiques, au même titre que les autres recherches. Quatrième type de choses que Evelyne l'avait précisé quand je suis intervenue, pratiquement toutes mes interventions dites grand public sont sur les questions de genre. On ne vient jamais me voir en tant qu'ethnographe ou en tant que... Des fois, on m'a posé des questions sur les centres d'appel, mais sur le genre, il y a une grande demande, en fait, de conférences, d'interviews. Donc, j'ai appris ça grâce à mes travaux sur le genre et j'ai vu l'intérêt parce qu'effectivement, des personnes qui pourraient penser que c'est qu'une question de féministe se rendent compte que c'est une question de société, que ça leur parle. Donc, à partir du jazz, à partir de l'art, qui sont plus des domaines associés au talent, à la créativité et au hors-société, on voit que le genre est une question qui est chez nous à l'école maternelle. Et donc, puisque c'est dans l'art, c'est dans tout le reste, en fait. Et là, on peut parler de tâches domestiques, rapport femmes-hommes, violence conjugale. Et puis, la dernière chose qui finalement rebondit un peu sur ce qu'a dit Hélène, sur l'enseignement. C'est-à-dire, depuis que je travaille sur le genre, je n'ai jamais enseigné le genre de manière centrale. C'est pour la première fois cette année, comme il y a le sujet de la sociologie du genre à l'agrégation en sciences économiques et sociales, je vais donner un cours en socio du genre, c'est la première fois. Et donc depuis, ce que je fais, c'est que dans tous mes cours, il y a un chapitre sur le genre. Et c'est évidemment à chaque fois le chapitre le plus compliqué, le plus difficile à faire sortir de l'idée que je suis en train de vendre mon militantisme, mon idéologie. Donc je le mets vraiment au milieu d'autres thématiques qui sont moins imprégnées de cette idéologie finalement qui la délégitime en permanence, qui est, quand on parle du genre, on est en train de militer. Non pas qu'il ne faille pas militer sur le genre, je suis face à une audience très impliquée dans ces questions-là, mais c'est bien, il me semble, de sortir le genre de cette question du seul et unique militantisme. Ça peut devenir une question de société au même titre que le racisme et que toute autre problématique, finalement, d'inégalité dans notre société. Merci Marie. Nous t'accompagnons dans ces vœux pieux. Et avant d'entamer les débats, on va regarder quelques images. Donc, Marie-Hélène Leny nous propose. Je vais vous montrer rapidement quelques images qui ont été donc faites lors d'ateliers avec des enfants. On a commencé par celle-ci on va dire qu'elle est d'actualité. Ça, c'est un atelier qui s'est fait avec vraiment des très jeunes adolescentes, des préadolescentes, avec lesquelles on a travaillé sur ces questions de stéréotypes. Et elles avaient fait un boulot très intéressant d'ailleurs. Elles ont fait donc cette image-là sur l'idée du pompier. Celle-ci aussi a été faite dans cet atelier. Avec cette notion de multitâche, on a rassemblé un peu justement les stéréotypes masculins et féminins, mais on les a tous mis ensemble. Voilà, il y a la carte, bien sûr, les femmes ne savent pas lire une carte, un garçon, ça ne sait pas repasser, et puis au milieu de tout ça, on a une espèce d'être hybride, une espèce de Vishnu, qui est un garçon qui a quand même accepté de mettre un t-shirt rose et de se retrouver avec les cheveux de sa camarade. Mais voilà, donc on a été vraiment dans l'hybridation des tâches qui sont... à portée de tout un chacun, à condition de se donner la peine, non seulement de les apprendre, mais effectivement de les enseigner. Un jour, je disais à un de mes copains qu'il fallait absolument qu'il apprenne à sa fille à se servir d'une perceuse. Au début, ça l'a fait rigoler. Puis après, je crois qu'il a réfléchi, qu'il a compris. Oui, moi, je crois que c'est très important. C'est un truc que j'ai demandé à mon père quand j'étais ado. Et quand j'ai toujours une perceuse, et quand j'ai un trou à faire, je le fais. Et je pense que ça commence par là aussi, de ne pas dire qu'il y a des choses qu'une fille, elle ne doit pas savoir faire, ou qu'un garçon ne doit pas savoir faire, et que les garçons, aussi aux mères, peut-être de leur apprendre à recoudre un bouton ou de faire des choses comme ça. Parce que tous ces petits gestes qu'on ne sait pas faire, et ben après, ça construit aussi les stéréotypes. Et tous les gestes, ils s'apprennent. Alors, sinon, ça, c'est un autre atelier aussi qui était avec des jeunes filles auxquelles on demandait de se projeter 20 ans plus tard. Alors là, en plus, c'était un milieu assez difficile. C'était en Bretagne, à Saint-Brieuc.
On a choisi le football pour des raisons très pratiques. C'est qu'on n'avait pas, c'est le seul vêtement qu'on a pu avoir en nombre suffisant pour habiller toute notre équipe de filles. Sinon, on aurait bien choisi un sport un peu différent, un peu moins marqué justement. Mais donc là, on avait suffisamment de vêtements pour en faire des footballeuses. On aurait bien aimé à la limite qu'elles puissent avoir des choix de sports plus individualisés, mais bon. Donc, il y a eu 3 thèmes. Il y a eu le sport, le travail et la société. Donc, le travail, pareil, on leur a demandé d'essayer de se projeter dans des professions qui ne soient pas trop genrées. Et ça a été extrêmement compliqué parce qu'elles avaient vraiment acquis, c'était des gamines entre 12 et 15 ans, mais vraiment tous les poncifs et tous les stéréotypes, elles les connaissaient par cœur. Donc là, c'était déjà relativement... voilà, il y en a une qui est entraîneuse de football, il y en a une qui est... celle qui est là, qui est, ouvrière d'exception sur de la soudure de haute précision. Enfin, celle-ci s'occupe du premier enfant. Mais attention, c'est pas un bébé normal, c'est le premier bébé entièrement conçu en éprouvette et complètement bionique. Hein. Enfin bon, elles ont inventé ce qu'elles ont pu, mais voilà. Et la troisième chose était une question de société qui était relativement, à l'époque, pas encore discutée justement dans la société. C'était le mariage de personnes du même sexe. Et elles ont, non sans réticence, accepté de le mettre en scène. Par contre, elles n'ont pas accepté de l'exposer, cette photo-là, ces demoiselles. Alors, je ne les ai pas revues depuis. Je ne sais pas comment elles ont incorporé le fait d'avoir fait ce travail. En tout cas, de réussir à le faire, ça avait été déjà un vrai trajet qu'on avait fait avec elles pendant la durée de ce stage. Voilà. Donc ça, c'est un... Et puis, bon, en permanence, ça, c'est un atelier qui s'est fait cette année avec des ados à Annecy, hein, autour de l'exposition. Bon, je vous les passe rapidement parce que je ne veux pas monopoliser le... Donc le travail sur le message publicitaire est aussi extrêmement important parce qu'une image, ça ne dit pas grand-chose tout seul. C'est essentiellement aussi le discours qui va l'accompagner, la légende, ce qui va légitimer l'image est au moins aussi important que le contenu de l'image. Et ça, c'est vraiment tout un travail de déconstruction, reconstruction à faire aussi bien avec les petits que les grands, que les mamans. J'aime bien aussi travailler avec les mamans parce que c'est important de travailler avec elles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce t-shirt, il est assez insupportable. Hein. C'est en gros un homme, pour ne pas entendre crier sa femme, qu'est-ce qu'il met? Il met un casque sur sa tête. Comme ça, il est tranquille. Voilà, problème et solution. Voilà la légende du t-shirt. Voilà, ça c'est une petite... Alors là, c'est un autre, c'est à Clichy. Là, les ados, ils sont un peu plus grands. Ouais, ça, c'était celle-ci aussi est pas mal. On essaye de trouver des slogans aussi qui peuvent donner un peu d'humour aussi à la question, parce que je pense que c'est très important, surtout avec les jeunes, de mettre de l'humour dans ce travail sur les images, à la fois de déconstruire les images, mais de construire d'autres images dans lesquelles il y aura de la respiration et de l'humour, parce que sinon, pour les ados, ça peut être aussi très militant et très insupportable. Voilà, donc là, c'était les petites opérations de chirurgie esthétique. Donc, je vais en rester là pour les ateliers. Je vais vous montrer très, très vite, si j'ai encore une minute. Une minute. Alors, on va zapper « On n'est pas femme, on le devient » parce que je pense qu'il y en a certaines parmi vous qui le connaissent. Donc, je vais juste rentrer sur donc ce travail en cours d'infinité plurielle, hein, donc, que vous pouvez découvrir en ce moment. Donc, 140 femmes de science qui parlent d'abord de science, mais pour certaines qui parlent aussi beaucoup des questions de genre ou des difficultés des femmes dans la science, puisque parmi elles, vous allez retrouver notre amie Florence ici présente, mais aussi Françoise Milewski de Présage, dont on parlait tout à l'heure, Brigitte Rollet aussi a participé, donc pour parler de la place des femmes dans le cinéma. Donc certaines chercheuses plus impliquées dans des recherches féministes ou des recherches sur le genre, mais aussi beaucoup de femmes, voilà, Nicole Ledouarin, qui est une grande dame de la biologie, qui s'expriment à la fois en tant qu'expertes sur leur parcours, et puis aussi, voilà, il y a des très jeunes chercheuses, des doctorantes, l'idée étant aussi de créer des nouveaux modèles, aussi de proposer aux jeunes femmes, aux jeunes filles et aussi aux garçons, de leur dire qu'une scientifique, ça peut être une femme, qu'une tête, ça peut aussi être une femme, qu'une femme, c'est pas seulement uniquement un objet sexuel. Donc c'est une construction de modèles, et c'est des vraies femmes de la vraie vie. Les images ne sont pas... refaites, il n'y a pas de casting, c'est absolument... elles sont venues comme elles avaient envie.
Voilà, elle est océanographe, elle est ingénieure. Il y a aussi un certain nombre de femmes ingénieures. Il y en a qui sont dans l'aéronautique, dans des domaines où on ne les attend pas forcément. Et l'idée étant de montrer qu'elles ont toute leur place. Et à chaque fois, ce qui ressort de tous les témoignages que j'ai pu entendre, c'est que la mixité, c'est toujours un très très grand apport aussi à la recherche. C'est-à-dire qu'une équipe mixte, que ce soit en physique nucléaire ou en ingénierie des réseaux informatiques, eh bien, ça crée un dynamisme, une qualité d'échange et un mélange intellectuel, une stimulation intellectuelle qui est extrêmement favorable à la recherche scientifique. Voilà, je m'arrête là.